Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Lab, un peu particulière aujourd'hui, puisque je suis en présence de Thomas Pesin, qui est un joueur professionnel sur le circuit Alps Tour, qui vient s'entraîner ici au Bordeaux Country Club très fréquemment, et que j'ai donc l'occasion de croiser et d'échanger avec lui, c'est très intéressant. Et je lui ai demandé s'il acceptait de répondre à quelques-unes de mes questions. Il a accepté et je l'en remercie. Avec plaisir. Oui. Et en plus, ça tombe bien puisqu'en ce moment, il s'entraîne à fond, puisqu'il est en partance pour Rome. Il est en train de préparer un tournoi. Exactement, les qualifications pour l'Alps Tour l'année prochaine. Absolument. Donc, ma première question, celle qui me vient vraiment à l'esprit, c'est comment prépares-tu un tournoi? As-tu des étapes qui sont tout le temps les mêmes? Ou est-ce que tu changes justement ta façon de te préparer en fonction du tournoi? Alors la façon de se préparer en règle générale, comme tous les golfeurs, elle est un peu routinière. L'objectif c'est justement de se mettre pas dans une zone de confort, mais une zone dans laquelle on se sent bien de manière à pouvoir être le meilleur possible sous pression. On va adapter la façon de s'entraîner par rapport au parcours qu'on va jouer. Donc là, la semaine prochaine, à Rome, au golf El Nacional, et c'est un parcours que je connais. Donc c'est un très bon point dans la mesure où on va pouvoir adapter son entraînement par rapport au choix stratégique des clubs qu'on va mettre dans le sac, si on met plus ou moins de wedge, un fer 2, un bois 5, un hybride, par rapport à la difficulté du terrain, par rapport à la fermeté du terrain, par rapport à la température. Donc là on sera au mois de novembre, par rapport aux températures qui sont actuellement celles de Rome, on est sur une température approximativement équivalente à ce qui se passe à Bordeaux. Moins de pluie ces 3 dernières semaines, donc logiquement on devrait avoir un terrain qui sera plutôt intéressant à jouer, pas trop mouillé, mais il faudra voir un petit peu ce qui va se passer sur place lors des 2 parcours de reconnaissance qui se joueront pour moi lundi et mardi. D'accord. Alors, ça c'était vraiment la première question qui me venait à chaud comme ça. Maintenant, si on démarre par là où j'aurais dû démarrer, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours brièvement? Je sais que tu as joué au foot au Girondins de Bordeaux. Exactement. Et que tu en es venu au golf assez tardivement, à 22 ans. Exactement, c'est ça. Alors qu'est-ce qui t'a poussé au golf? Pourquoi t'as arrêté le foot? Voilà. C'est assez simple, hein. Moi je suis quelqu'un qui est extrêmement compétiteur. J'étais gardien de but donc au Girondins de Bordeaux, donc de 2001 à 2006. Là on voit pas vraiment, mais j'ai pas la chance d'avoir une grande taille, j'ai 1m75. Non, j'ai rien dit. Et les mœurs... Je suis 1m67, alors tu sais, pour moi tu es grand. Et les mœurs actuelles aujourd'hui dans le football prendre des gardiens de but qui sont plutôt aux alentours d'1m90. À mon époque, donc c'était déjà un gabarit atypique pour un gardien. Quinzaine d'années. Il restait Jérémy Janot à Saint-Etienne qui faisait 1m75 aussi. Gardien de but de l'équipe de France, Grégory Coupé 1m81, Barthez 1m83. C'était les gardiens les plus petits qu'on pouvait trouver à l'époque, mais qui n'étaient pas mauvais. Hein. Pas mauvais, ouais. Mais pour autant aujourd'hui, Hugo Loris c'est quelqu'un qui a mon âge précisément, il a 34 ans. Et ben lui il fait 1m88 et il a une brillante carrière parce qu'il le mérite et que c'est un très grand gardien de but. Mais aujourd'hui il fait partie des gardiens de but qui sont un petit peu en dessous de la moyenne de la plupart des gardiens de but qui font plus d'1m90. Alors je te coupe tout de suite parce que c'est intéressant, mais je ne pensais pas te poser cette question. De toute façon, je n'ai pas préparé cette interview, c'est pas grave. J'aime les questions à chaud. Alors, ce que tu es en train de dire, parce que au rugby, on l'a vu, l'évolution est allée vers ce qu'on appelle des Golgoth, de plus en plus. Bien sûr. Ok, moi je regarde des matchs des années 70, ça n'a rien à voir. Le golf, on ne parle que de Chambaud, qui a pris je ne sais plus combien de muscles en 3 mois. Oui, après c'est ça l'évolution du golf aussi, d'aller vers des mecs qui mesurent... Tu vois ce que je veux dire? Alors De Chambaud, c'est un mec qui a 1m90, qui a pris 25 kg pendant le confinement et qui avait prévu de prendre cette masse musculaire par rapport à ce qui s'est construit comme swing. C'est permis pour lui parce qu'il s'est construit un swing de manière à ne pas pouvoir se blesser et surtout de manière à pouvoir prendre de la masse musculaire puisqu'il a beaucoup d'espace. Contrairement à un mec comme McIlroy ou un mec comme moi qui
font la même taille, approximativement le Ouais. même poids. Si on se met à prendre 25 kg de muscle ou 25 kg de quoi que ce soit, au niveau de la rotation, de la vitesse, ça va être compliqué Ouais. d'optimiser comme De Chambeau peut le faire. Donc c'est tout à son honneur parce que je sais que c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent et je pense qu'il avait prévu de très longue date toutes ces évolutions au niveau du swing et au niveau de son physique. De ses clubs aussi. Bien sûr, mais c'est la première chose qu'il a fait évoluer. C'est un mec qui croit profondément en lui, en ce qu'il fait et en son golf. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il a les résultats qui sont les siens, Ouais. ni plus ni moins. Qui commence à tomber, ouais. Tu Grand joueur. penses qu'il c'est lui qui va remporter le Masters? On peut jamais dire, puisque le golf c'est quelque chose Ouais. qui est extrêmement entre guillemets aléatoire. Si McIlroy, Ce que si je voulais dire, Woods, c'est est-ce que tu penses qu'Augusta est un parcours qui va bien lui correspondre par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui? je pense que c'est quelqu'un qui a tendance à taper plutôt droit et avec une trajectoire en général légèrement de droite à gauche, c'est plutôt sa trajectoire naturelle. On sait qu'Augusta c'est un parcours qui va entre guillemets favoriser les gens qui ont une trajectoire de droite à gauche. Donc sachant qu'il essaye d'optimiser au maximum ce qui se passe au niveau de son driver, qu'il a poussé en 48 inches de manière à gagner encore un peu plus en distance, effectivement il va mettre toutes les chances de son côté pour gagner. Ouais. Après, le golf c'est le golf, hein. Rien n'est écrit. Le golf, c'est le golf. Bon, pardon, je t'ai coupé. Revenons-en à ton épopée dans le foot et ta transition vers le golf. L'épopée était courte. Qu'est-ce qui t'a poussé au golf et puis j'ai compris aussi que tu étais ce qu'on appelle un parfait autodidacte. Hein. Exactement, c'est-à-dire que j'ai commencé le golf très tardivement, à 21-22 ans, précisément ça devait être en novembre 2007. Et donc c'est un copain footballeur qui m'a mis au golf, Romain Brégerie, qui a fait une brillante carrière, qui a joué en Allemagne jusqu'en Bundesliga, qui avait son père qui était joueur de golf, lui il a toujours joué au golf aussi, et un jour il m'a dit tu veux pas qu'on aille taper des balles? Et le virus a pris comme ça, sur ma première balle, j'ai tapé un coup de fer-7 à 150 mètres au golf de Pessac, et après j'ai pu toucher la balle, et ça m'a profondément agacé. Ouais. Donc je lui ai demandé s'il pouvait me prêter ses clubs, et j'étais piqué quoi. Ouais. Et après, comme je suis quelqu'un qui a tendance à être extrêmement persévérant et qui est jusqu'au boutiste, j'ai vite déterminé que j'avais des aptitudes pour pouvoir taper à peu près correctement dans une balle de golf. Et je me suis dit que ce serait intéressant en tant que sportif de haut niveau, ancien footballeur, de voir ce qu'on pouvait donner dans le golf. Ouais. Alors, moi aussi je suis un autodidacte. Hein. Je te l'ai pas dit, mais j'ai dû prendre deux cours de golf dans ma vie, le grip et la posture. Et après, c'est le plus important. Et après, j'ai tout essayé de comprendre par moi-même. Mais justement, aujourd'hui, bon, j'arrive à faire la synthèse un petit peu de tout ça, de tout ce que j'ai pu lire, entendre, voir, écouter, etc., observer. Et toi, est-ce que tu lis des livres? Est-ce que tu vas sur YouTube regarder des vidéos? Comment tu te nourris? Alors, quand j'ai commencé le golf, moi j'ai toujours tendance à m'imprégner de ce qui se fait de mieux. Donc pour moi le meilleur c'est Woods. Il l'a prouvé de bien des manières. Donc quand j'ai commencé le golf, très naturellement je me suis dirigé vers des vidéos de Woods. Et j'ai essayé par mimétisme d'imiter un maximum ce qu'il pouvait faire. Là, après, tu parles de swing, tu as essayé de swing, de putting, de tout. De façon d'être sur un terrain, même si j'ai tendance à être un peu plus souriant que lui. Mais ça c'est une nature qui est la mienne et il faut pas la changer. On la changera pas. Non. Mais voilà comment je me suis pris un petit peu au golf, voilà comment j'ai débuté seul dans le golf. Naturellement, j'étais pas tout seul sur les parcours, j'étais pas tout seul sur les zones d'entraînement à Pessac. Et j'ai toujours écouté les gens qui étaient bienveillants, qui voulaient donner quelques conseils, qui ont été des conseils fortement avisés en règle générale. Et c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Mais oui, effectivement, j'ai beaucoup observé Wood et je continue toujours de l'observer parce que c'est quelqu'un qui, malgré toutes ces années, est toujours en train de se perfectionner, qui est toujours un battant, qui est un exemple pour tous ceux qui commencent le golf, qui ont commencé le golf et qui jouent au golf depuis très longtemps. Oui, absolument. Ouais. Et bon, alors ça, bon, Woods, d'accord. Est-ce que parmi les joueurs, là je passe à l'Alps Tour sur lequel tu évolues. Alors déjà l'Alps Tour, deux choses. Qu'en est-il du niveau de joueurs que tu peux rencontrer? Je veux dire, est-ce qu'il y a des écarts énormes? Ou est-ce que quand tu te pointes au practice, tu dis bon bah on a tous à peu près le même niveau, ça va se jouer à 3 points quoi.
Le golf, en fait, que ce soit sur l'Alps Tour ou le Tour européen, le Challenge Tour au PGA Tour, pour moi, c'est 99,9% dans la tête. Ce sont des aptitudes mentales qui sont bien différentes de ce que j'ai pu connaître dans le football, dans la mesure où ça reste un jeu avant d'être un sport. C'est un métier qui est important. Oui, mais ça reste un jeu, donc j'ai la chance de faire un métier qui est un jeu. Et les gens qui jouent bien au golf sont des gens qui jouent, qui sont toujours en train de s'amuser, qui sont toujours en train de se débrouiller, qui sont toujours en train de créer des choses. Le problème que les golfeurs vont avoir, notamment sur l'App Tour, qui est un tour où il y a beaucoup, entre guillemets, comme moi, de débutants professionnels. L'erreur qu'on peut vite commettre, c'est véritablement de passer beaucoup de temps à bien s'entraîner, à faire beaucoup de practice, à avoir un bon swing, à avoir des tas de choses qui vont faire que logiquement ça devrait marcher, sauf que la logique dans ce sport n'a pas sens. L'objectif quand on est sur un parcours de golf, c'est véritablement de donner le meilleur de ce qu'on peut produire, sans penser à comment le produire. C'est-à-dire que l'objectif c'est de mettre la balle dans le trou, peu importe comment. Et force est de constater qu'il y en a qui ont commencé potentiellement plus tôt, qui ont des aptitudes qui sont faites pour jouer au golf et qui ont beaucoup plus d'aptitude à mieux jouer que les autres. Donc sur un terrain de golf et un practice, on ne peut pas véritablement dire bon bah, voilà celui-là il va tout casser cette semaine. Évidemment si McIlroy arrive au practice, tout le monde va regarder parce que McIlroy comme Adam Scott, comme Woods ont des swings qui sont écoles, qui sont beaux, qui sont efficaces, qui sont très propres. Effectivement quand on voit ce genre de personnes on peut se dire bon bah J'ai aucune chance. je me dirais jamais que j'ai aucune chance parce que faire moins 5 sur 4 tours, c'est à la portée de n'importe quel mec qui s'est tapé dans une balle de golf. Tout à fait, tout à fait. Donc à partir du principe où on place la balle sur le tee numéro 1, que ce soit contre Woods, McIlroy ou d'autres mecs de l'Alps Tour, C'est ta chance. Si on fait moins 5 à tous les tours, ça ne dépend que de nous. Quoi. Si je pense que demain, si je me pointe au Masters et que je fais moins 5 à tous les tours, j'ai de grandes chances de gagner, peu importe qui y aura en face. Donc c'est pour ça que je réitère en disant que c'est un sport où 99% se passe entre les deux oreilles. Ok, bon, merci pour cette présentation. On va parler un petit peu de matériel parce que c'est quand même ma boutique. Moi je ne fais que ça, j'en mange midi, soir et matin, dimanche inclus. Je fabrique des clubs sur mesure. Je suis parfois impressionné, alors je suis impressionné du manque de culture d'un grand nombre de golfeurs amateurs, malheureusement, sur leur équipement. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas les paramètres clés de leur club. Donc moi, mon boulot, c'est justement de leur expliquer et comment je vais pouvoir éventuellement les améliorer. Qu'en est-il des joueurs professionnels que tu fréquentes? S'intéressent-ils vraiment à leur matériel ou se disent-ils, bon ben, c'est mon sponsor qui me les a donnés, donc c'est bon, je lui fais confiance, je vais jouer avec? Moi, j'ai souvenir d'avoir vu sur YouTube des vidéos de Greg Norman, par exemple, qui chez lui a son propre atelier. Il se bricole ses propres clubs. Comme Brad Faxon, comme Tiger Woods, voilà. Ces mecs-là, Pour ils ne pas les savent nommer. de quoi ils parlent. Exactement. Ils savent de quoi ils parlent et ils vont avoir tendance à beaucoup tester. Un mec comme Bryson DeChambeau, par exemple, c'est l'exemple type. Hein. J'ai vu que DeChambeau, par exemple, pour un fitting de wedge, il avait passé 3 jours. Ouais. 3 jours. Bien sûr. Avec son putter, avec tous ses clubs, c'est quelqu'un qui est extrêmement précis et qui cherche un maximum de précision puisque le jeu de golf requiert un maximum de précision. En ce qui concerne les joueurs que je peux connaître, c'est une somme de détails, on est d'accord. Bien sûr. Les joueurs que je peux connaître, il y a un petit peu de tout. Il y en a qui vont être intéressés, il y en a d'autres qui vont pas du tout faire attention, qui vont dire bon voilà j'ai fait le fitting avec telle ou telle marque, ils m'ont envoyé ça, ça marche, je vous pose pas de questions quoi. Ouais. Donc il y a un peu tous les profils. Moi je suis plutôt du genre à regarder très précisément ce qui se passe, parce que je suis quelqu'un qui suis pointilleux, quelqu'un qui aime m'intéresser aussi, qui suis curieux. Donc j'ai plutôt tendance à beaucoup regarder ce qui se passe au niveau des clubs. Okay. Est-ce que tu as changé beaucoup de clubs au cours de ta carrière? Changé beaucoup, j'ai changé bien sûr. J'ai essayé pas mal de marques. Aujourd'hui, il me semble que la plupart des marques sont équivalentes. Il n'y a pas de marque qui est très très en dessous, de marque qui est très très au-dessus. Je pense qu'ils fournissent tous un job très correct. Maintenant, c'est véritablement l'adaptation qu'on va avoir sur chaque personne qui va faire que les clubs seront adaptés ou non. Donc un club quel qu'il soit, c'est
le manche couplé à la tête. Si d'aventure on a un manche qu'on aime bien mais qui ne va pas avec la tête qu'on aime bien, ben, on n'aura pas une bonne combinaison et donc ça ne marchera pas. Donc Et vice versa. il faut faire très attention et puis simplement toujours être sur la brèche et dire ben voilà, ça j'aime, ça je ressens bien, ça j'aime bien, pourquoi j'aime bien. Donc expliquez-moi pourquoi ce manche-là me convient mieux, pourquoi cette trajectoire me sort avec ce manche-là, quelles sont ses spécificités, la tête de club aujourd'hui, celle que vous me présentez, elle pèse tant, donc par rapport au manche, il y a un swing weight qui est comme ci, comme ça, et à mesure de ce que j'ai pu faire comme changement dans mes clubs, j'ai des préférences qui apparaissent. J'allais y venir, ouais. Et donc, naturellement, c'est simple. Préférence de poids, d'équilibre. Voilà, surtout l'équilibrage. Le poids, par rapport à mon gabarit, par rapport à ma vitesse de swing, c'est difficile d'avoir un poids relativement léger. Ouais. Parce qu'il faut des clubs qui soient suffisamment rigides, et des clubs rigides et légers, c'est pour moi quelque chose qui est compliqué à manier. Très compliqué à trouver, à manipuler. À manipuler. Donc après voilà, les points de flexion, c'est hyper important. Tellement de choses qui vont faire qu'on va se sentir à l'aise avec un club. Donc déjà l'apparence physique, un club, il faut que ça plaise. Ouais. Il faut que ça plaise, et puis à partir du moment où ça plaît, qu'on a une tête qui nous plaît, il faut trouver la bonne combinaison avec le manche qui puisse nous permettre d'avoir les trajectoires escomptées, le taux de spin escompté, les hauteurs escomptées, de manière à pouvoir naviguer dans toutes les circonstances, quoi. Est-ce que tu as confiance, parce que moi c'est quelque chose que j'ai vécu, évidemment en tant qu'amateur, mais je pensais pas que ça viendrait aussi vite d'ailleurs. J'ai 48 ans et j'ai joué toute ma vie de l'acier lourd très rigide, du stiff. Pas de l'extra stiff. Si, j'ai joué de l'extra stiff à une époque. Mais là je suis passé au graphite, j'ai 48 ans et ça a été vraiment un énorme souffle pour moi. J'ai retrouvé de la vitesse, j'ai moins mal au dos. Est-ce que tu as conscience que ça va t'arriver un jour aussi, Bien sûr. Ouais. Et que donc tu devras évoluer, etc. Toujours. Ouais. Quoi qu'il arrive, on est amené à évoluer physiquement, donc on est amené à évoluer dans le jeu de golf par l'expérience et par le changement de matériel. Ouais. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Aujourd'hui, j'ai 34 ans, je fais du sport tous les jours. Je suis quelqu'un qui est physiquement assez affûté, donc, du coup, j'ai des clubs qui sont adaptés à ça. Si demain je suis moins affûté, ça évoluera dans l'autre sens. Comment ça se passe si tu casses un club sur le parcours, enfin sur l'Alps Tour? Tu as un sac de rechange Non, j'ai pas de sac de rechange. Déjà j'évite de casser les clubs. Ouais, on le sait, ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver. Saute derrière un arbre, tu veux le jouer, paf, tu casses le shaft. Ouais, donc après ou la tête qui se décolle, j'en sais rien, ça peut arriver. Si voilà, effectivement la tête se décolle, malheureusement, c'est pas de chance pour moi. Pas de chance pour toi. Ouais. Pas de chance pour moi, je dois finir avec les 13 clubs que j'ai dans le sac sur ce tour-là. Si j'ai la chance d'avoir emmené plusieurs clubs et que je peux en rajouter un le lendemain, tant mieux. Sinon, il faut s'adapter, quoi. J'ai pas encore la chance et j'ai pas encore le palmarès pour me permettre d'avoir beaucoup plus de clubs sur place quand je me déplace en tournoi, et même à la maison, même si on est quelques-uns. Donc on s'adapte. Alors justement, là j'embraye là-dessus, on vit des circonstances particulières en ce moment avec ce confinement. Tu es sûr de partir en Italie d'ailleurs? Oui, c'est bon. Oui, j'ai reçu le mail de l'App Store ce midi qui m'informait que les qualifications se tiendraient. Voilà. Mais pas de caddie, pas de coach, etc. Exactement. Donc ça change beaucoup ça de l'équation? Non, dans la mesure où moi qui suis plutôt autodidacte, je travaille majoritairement seul au practice, bien que j'ai un coach aujourd'hui. Si j'ai des questions à poser, je me filme et je lui envoie une vidéo de manière à ce qu'on puisse avoir un retour par rapport à ce que je produis, par rapport aux trajectoires que j'ai. Mais non, ça change pas grand chose. De surcroît. Même d'un point de vue humain, le fait de pouvoir parler, discuter. Non, moi je suis quelqu'un qui suis assez. Pas des moments de solitude, même si je suis assez sociable, je suis quelqu'un d'assez solitaire. Ouais, un loup solitaire. Ouais. Je m'entraîne régulièrement seul. Je pars souvent en tournoi seul. Je cherche pas forcément à partager avec des collègues, bien que j'ai des amis et des copains sur l'App Store. Je suis quelqu'un qui aime bien naviguer tout seul. D'accord. Pas de copine, pas de non. Ouais. Ah, ma femme peut venir, mais aujourd'hui c'est un petit peu compliqué dans la mesure où il y a le Covid. De surcroît, on a un enfant, on va en avoir un deuxième, donc
Elle reste à la maison pour l'instant. Mais Si elle c'est... pouvait venir, t'aimerais qu'elle soit là à tes côtés? Oui, oui, elle est Ouais, déjà venue. d'accord. Elle est déjà venue. C'est quelqu'un qui peut parfaitement me quadailler, qui me connaît très bien, qui me connaît par cœur. C'est un appui très fort quand elle est là et c'est vraiment intéressant de l'avoir sur le sac quand elle peut venir, bien sûr. Mais je m'adapte. Je m'adapte toujours. C'est le maître mot, hein, quoi qu'il arrive sur le golf, il faut Ouais, il faut s'adapter s'adapter, ouais. dans toutes les Adapter son circonstances, matériel, adapter sa stratégie, tout le temps. adapter son swing. Ouais, Exactement. ouais. En tout cas, bon, Thomas, je te remercie beaucoup pour cet entretien. Avec grand plaisir. Très intéressant. J'espère qu'on aura l'occasion de faire, de refaire d'autres vidéos ensemble. Je suis encore là jusqu'à samedi, donc Eh ben, on se pourquoi pas, recroisera. pourquoi pas, on va se trouver. Mais je te souhaite vraiment bon courage pour ce Merci beaucoup. tournoi et globalement pour ta future carrière. J'espère que tu auras des très bons résultats très vite. On y travaille. On se tiendra au courant. C'est Voilà. gentil, merci beaucoup. À très bientôt. Merci de votre attention. Si vous avez des Ciao. questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poster comme d'habitude hein, dans la page des commentaires sur YouTube ou en m'envoyant un email. Et si vous avez des questions à poser à Thomas, je me ferai un plaisir de relayer si tu es d'accord Avec plaisir. pour qu'il puisse y répondre. Voilà. À très bientôt. Merci. Ciao.